Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un plan de paix pour le Moyen-Orient qui mettrait fin à la guerre dans la bande de Gaza, accompagné du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain a déclaré qu'Israël, plusieurs autres pays du Moyen-Orient et de l'Europe soutenaient également son initiative déclinée en 20 points et qui doit désormais être acceptée par le Hamas. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'abord, en quoi consiste ce nouveau plan annoncé par Donald Trump? C'est Trump qui essaye de, sauver son allié Netanyahou parce que avec la déculottée qu'il a subie au niveau des Nations Unies pendant qu'il faisait son discours, il a vraiment été humilié avec la façon dont les gens sont sortis de la salle. Et ça, on en avait déjà parlé lors des missions précédentes. D'un point de vue diplomatique, il a de plus en plus des difficultés aujourd'hui à faire porter son combat, même avec certains alliés traditionnels qui ne l'ont pas abandonné, mais qui ne peuvent pas le supporter dans le génocide qu'il est en train de faire au niveau de Gaza. Donc là, malgré le fait qu'il prend tout le temps la parole, Netanyahou, pour s'expliquer, pour justifier, il est clair qu'il n'est pas réussi du tout à convaincre. Trump est en train de prendre sa part dedans parce que c'est un allié, comme ils le disent eux-mêmes, indéfectible par rapport à Netanyahou. Au moment de l'Assemblée générale, un certain nombre de pays sont venus reconnaître l'État de Palestine pendant l'Assemblée générale pour donner encore une autre ampleur à cet échec israélien et américain sur la question de Gaza. Ils sont obligés de trouver une porte de sortie. Donc Trump a proposé son plan qui porte son nom, plan Trump 2025. Mais ce qui pose problème, c'est que pour trouver une solution à un conflit, la bonne règle, c'est de faire de la médiation, c'est de parler aux deux parties pour trouver une solution. Mais en bon cowboy, il a pris son plan, il dépose sur la table. Dans le plan, c'est vrai, il y a un cessez-le-feu immédiat qui est demandé, mais qui doit être accepté de façon mutuelle, c'est-à-dire par les deux parties. Il y a la libération simultanée des otages et des prisonniers palestiniens, tous qui ont été emprisonnés à partir du 7 octobre en particulier, plus d'autres qui sont en train de vivre dans les prisons israéliennes avec des peines qui sont très longues. Ces personnes doivent être libérées. Il y a la démilitarisation complète de Gaza qui posera un énorme problème parce que c'est pas sûr que le Hamas va accepter d'être désarmé. Il y a une autre curiosité également, un gouvernement intérimaire technocratique. C'est-à-dire palestinien, nous-mêmes nous choisissons qui va vous diriger. Ce n'est pas à vous de choisir qui va vous diriger. Après, il y a l'aspect reconstruction, aide humanitaire qui doit rentrer, etc. Mais comme je dis tout le temps, moi j'ai du mal à prendre Trump au sérieux. Quand vous regardez ce qu'on dit, qu'est-ce que les Palestiniens gagnent? C'est Israël qui gagne. On ne crée pas un État palestinien. On ne parle pas d'État palestinien. On ne résout pas le problème. On résout une partie du problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont à la face du monde l'image des deux personnes qui portent sur leur dos le génocide au niveau de la Palestine. Ils veulent s'en débarrasser tout simplement. Mais quand vous regardez dans le fond, le problème n'est pas réglé. Quand est-ce qu'on crée l'État palestinien? On le crée sur quel territoire? Alors que vous avez les colons juifs qui occupent une partie des territoires palestiniens. Le plan a été présenté aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais est-ce que le Hamas ou encore la Palestine ont été associés aux négociations? Mais c'est ça la curiosité. Le plan devrait être présenté avec Benjamin Netanyahou d'un côté et les Palestiniens de l'autre. On aurait compris qu'il y a eu un plan qui peut apporter une solution. Mais comme on le sait, Trump a souvent été le porte-parole de Netanyahou. Ce plan, quand on le regarde, ce n'est pas loin de cela. La souveraineté de la Palestine, on n'en parle pas. Même ce truc de technocrate dont on parle, il faut le faire dans un cadre avec une force multinationale. Quand tu vas dans les éléments les plus avancés du plan, on parle d'éventualité d'un espace où il n'y aura pas de militarisation. Comment les Palestiniens vont vivre sans armée? Et justement, selon vous, quels sont les points les plus controversés de ce plan? Ce qu'il y a de plus controversé, c'est le fait qu'on ait exclu une partie en mettant en place ce plan. Et qu'on vienne dire maintenant à la partie accepte. Une partie donc des protagonistes. Non, les Palestiniens, bien sûr. Quand on veut une solution, on fait de la médiation
pour faire de la médiation, il y a deux parties au moins qui sont en conflit. On prend en compte les deux parties, mais on ne va pas concevoir une solution avec une partie et on vient l'imposer à l'autre partie parce que c'est ça le plan de Trump 2025. On n'a pas associé du tout les Palestiniens parce que quand vous regardez, Netanyahou a toujours dit non, il n'est plus question que le Hamas gère Gaza. Mais Netanyahou considère que même l'autorité palestinienne n'est pas crédible. Quand vous regardez le plan, ce que Netanyahou dit sur ces deux questions sont là. On ne laisse pas l'autorité palestinienne venir gérer Gaza, puisque l'autorité palestinienne existe, puisque ça date des accords d'Oslo de 1995. C'est ça qui a donné naissance à l'autorité palestinienne et qui devrait donner naissance à l'État palestinien. Mais cet État, on ne le voit toujours pas. Ben, ça crée déjà une faiblesse qui est là, qui va poser des problèmes. Il y a une autre faiblesse. On est en train d'arrêter une guerre. Vous avez l'aile droite extrémiste au niveau d'Israël qui a été très claire. Eux, ils ne veulent pas qu'on arrête la guerre, ils veulent une destruction, ils veulent une annexion de la Cisjordanie et ils menacent même Netanyahou de lui retirer son soutien quand ça se passe pas comme eux ils le veulent. Donc il y a une pression même au niveau de Benjamin Netanyahou, mais la pression internationale actuellement, la pression diplomatique, la pression américaine, Trump a dû faire pression pour lui dire mais attendez, là on ne peut plus continuer parce qu'on a toute la terre contre nous, il faut qu'on change de stratégie, il faut qu'on sorte de cette impasse qui, sur le plan communicationnel, on est présenté comme les personnes les plus méchantes de la Terre, alors que Trump dit qu'il veut avoir le prix Nobel de la paix. Et après cette étape, la balle est désormais dans le camp du Hamas, mais justement, depuis donc, la publication ou la sortie de ce plan de Donald Trump, est-ce qu'il y a eu des réactions côté Hamas? On n'a pas encore une réaction officielle du Hamas. La seule chose qui est sûre, c'est que par l'intermédiaire du Qatar, le plan a été remis à la branche politique du Hamas. Et bien sûr, ils prendront le temps aussi de le regarder, de le lire entre les lignes pour répondre. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et certainement, ils reviendront sur certaines propositions en n'étant pas d'accord avec certains aspects, puisque tout va être négocié. D'ailleurs, quand on regarde, quand on dit plan même, c'est exagéré. Si vous regardez ce qui s'était passé avec la RDC, ce qui s'est passé avec l'Ukraine, vous avez des principes qui sont là, mais on n'a pas véritablement ce qu'on appelle un plan détaillé, parce qu'on parle de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu commence quand? Quand on parle de cessez-le-feu, il y a un certain nombre d'éléments. Et c'est pourquoi l'autre partie, vous êtes obligé de l'impliquer, parce que c'est les deux parties qui vont signer le cessez-le-feu. Ce n'est pas Trump qui va signer le cessez-le-feu. Il y a cet aspect qui n'est pas là. Donc on est sur des principes. On va échanger des otages contre les prisonniers. Les Palestiniens vont négocier comme ils l'ont toujours fait. Et quand ils vont négocier, vous allez voir, un civil israélien, un militaire israélien, ils vont jouer sur le nombre de personnes contre lesquelles on va les échanger. Sur la question de l'aide humanitaire, ils vont demander des garanties, parce que quand vous regardez tout ce que Trump présente comme plan, on demande beaucoup de choses aux Palestiniens, très peu de choses aux Israéliens, et il n'y a pratiquement rien du tout comme garantie pour les Palestiniens. Est-ce que ce plan il est différent des précédentes tentatives américaines de paix dans la région? Je fais référence par exemple à l'accord d'Abraham. Est-ce qu'il y a des différences? Il y a une énorme différence parce que l'accord d'Abraham, les accords plutôt d'Abraham n'ont pas pour but de résoudre le problème palestinien. Mais ça a pour but plutôt de remettre Israël dans cette zone où les pays arabes dominent, pour que Israël se retrouve avec des relations normales d'un point de vue diplomatique avec ces pays. Ils l'ont d'ailleurs réussi avec un certain nombre de pays qui ont accepté de renouer avec Israël. Vous avez d'autres qui avaient dit non, qui ont créé un lien, comme l'Arabie Saoudite, entre les accords d'Abraham et la création d'un État palestinien. Puisqu'en fait, ce qui avait créé le problème entre Israël et ces pays arabes, c'est la question palestinienne. Donc on ne peut pas rétablir les relations avec Israël alors qu'on n'a pas réglé le problème palestinien. Dans d'autres pays arabes où les accords ont été signés, l'opinion publique est en train de s'en prendre à leurs dirigeants en leur disant que vous êtes allés trop vite. Il fallait d'abord avoir un certain nombre de garanties avant d'aller vers ces accords d'Abraham. Mais Trump est en train de se rendre compte que, mais attendez, même ce qu'il avait gagné dans son premier mandat, il risque de le perdre dans ces conditions. C'est pourquoi je dis, mais il cherche à sauver sa tête et à sauver la tête de son ami à travers un plan qui permet pas de régler le problème palestinien, mais d'arrêter
le génocide qui se passe actuellement à Gaza. Et c'est en cela que ce plan, c'est juste une accalmie qu'on veut mettre en place au lieu de résoudre le véritable problème qui est de créer un État palestinien en bonne et due forme. Et parlant toujours de réaction, que pense l'Europe donc de cette nouvelle tentative de gestion de ce conflit par les Américains? Dans ce plan, il y a des éléments que les pays européens ont défendus. Je parlais tantôt de la rencontre qu'il y a eu aux Nations Unies où on demandait la reconnaissance d'un État palestinien, mais ils demandaient la reconnaissance d'un État palestinien qui soit démilitarisé. Un État palestinien où le Hamas n'aura aucun rôle, aucune fonction. Quand vous regardez dans le plan de Trump, vous avez ces éléments qui sont intégrés dans le plan. Alors qu'auparavant, la position de Trump et la position de Netanyahou étaient beaucoup plus tranchées. C'est pourquoi cette pression diplomatique aura au moins servi à cela. Dans le plan, on sent qu'on a pris en compte un certain nombre de choses qui ont été dites par d'autres structures. Il y a un élément quand même curieux. On a vu Trump dénoncer les Nations Unies dans tous les sens. Mais dans le plan, il est prévu que les Nations Unies s'impliquent également pour qu'on puisse trouver une solution. Trump est là, il a refusé de donner de l'argent aux Nations Unies pour les questions humanitaires et il demande aux Nations Unies d'intervenir sur le plan humanitaire au niveau... En fait, ça, c'est le paradoxe de Trump, quoi. Comme je dis tout le temps, j'ai du mal à prendre au sérieux ce monsieur parce que quand on veut le lire dans une grille de lecture, vous avez du mal à vous retrouver. En plus, il s'est transformé lui-même en président d'un conseil de paix qui est chargé de suivre cette affaire. Bon, vous voyez, il est en train de faire sa campagne pour son prix Nobel de la paix, tout simplement. Et selon vous, ce plan peut-il vraiment conduire à une solution de paix? Ça peut permettre de sortir de la crise actuelle. Puisque avec les échanges otages, prisonniers, un cessez-le-feu, etc., on peut se retrouver dans une situation où la guerre s'arrête. Mais le problème, il était là avant la guerre. Le problème n'a pas commencé le 7 octobre. C'est parce que le problème était là que le 7 octobre est intervenu. Donc tant qu'on ne réglera pas véritablement le problème, ça veut dire qu'on a réglé la question palestinienne entre le 7 octobre et aujourd'hui. Mais avant le 7 octobre, tout ce qui était là comme problème reste comme problème. Ici, par exemple, Netanyahou semble dire qu'ils ne vont pas annexer la Cisjordanie, alors que ses partisans réclament une annexion de la Cisjordanie. Dans le plan européen, les propositions européennes et d'un certain autre nombre de pays arabes et autres, les gens disent niet, il ne faudrait pas qu'ils annexent la Cisjordanie. Pour dire qu'on peut arrêter ce génocide, c'est vrai. Mais en arrêtant le génocide, on n'a pas résolu le conflit israélo-palestinien. Il reste entier avec des colons israéliens armés qui sont sur le territoire palestinien. Donc, à tout moment, on peut se retrouver encore avec des problèmes. Et après la présentation de ce plan par Donald Trump, la balle est désormais dans le camp du Hamas. La balle est désormais effectivement dans le camp du Hamas. Ils vont réagir. Ils réagiront par écrit, parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils reprendront le plan. Là où ils sont d'accord, ils le diront. Là où ils ne sont pas d'accord, ils le diront. Et on risque de rentrer encore dans ce système de plan. Le Hamas a donné son avis, on donne à Israël, Israël n'est pas d'accord, parce que c'est ça qui fait que ce conflit traîne jusqu'à présent. Il y a eu plein de plans, il y a eu plein de propositions qui ont été faites. Vous pensez que la réaction du Hamas attendue peut renvoyer à une nouvelle renégociation? Nécessairement, le Hamas ne va pas accepter... En fait, quand on lit correctement, c'est comme si on demande au Hamas de faire de la reddition. On va jusqu'à demander à ce que toutes les armes du Hamas soient détruites. On demande à ce que les tunnels soient détruits. Ça, les Palestiniens ne l'accepteront jamais parce que s'il n'y avait pas les tunnels, ces gens-là n'allaient pas vivre. C'est ces tunnels qui ont fait que ces gens ont pu vivre, puisque c'est par là-bas qu'ils faisaient passer la nourriture, les médicaments, etc. Donc, si tu demandes aux gens de laisser tout ça, on leur donne quoi en retour comme garantie? Mais absolument rien. C'est tout le problème. S'il y avait des garanties, effectivement, cela va être possible. Et les membres du Hamas ont toujours dit, et c'est écrit, pour eux, la lutte armée n'a qu'un seul sens. La lutte armée n'a qu'un seul but, c'est la création d'un État palestinien. Est-ce que vous avez vu la création d'un État palestinien ici? Il n'y en a pas. Donc, le Hamas va réagir très certainement. Il y aura des accords sur certains des points, mais il y aura des désaccords également sur d'autres, voire même le Hamas va ajouter certains points, parce qu'il y a un analyste qui disait qu'attendez, ce qu'on dit, il n'y a pas de problème, mais le plus important n'a pas été dit. Et le plus important, c'est la création d'un État
palestiniens. Après plus d'un an de conflit, des observateurs pensent qu'Israël a perdu cette guerre dans la bande de Gaza. Qu'en pensez-vous? Mais c'est mon avis. Il ne faut plus dire plus d'un an. On va en octobre. Dans 7 jours, ça fera 2 ans de guerre. 2 ans. Avec tout le matériel que Israël a utilisé, avec tout l'appui diplomatique, politique des Américains et de tous ces pays, Israël a été incapable de vaincre le Hamas. C'est ça la réalité. Pire maintenant, on a massacré des dizaines de milliers de personnes qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Israël a gagné quoi? 2 ans après la guerre, Israël n'a pas été capable de libérer ses otages. Parce que quand on parle de guerre, il faut parler du résultat. Finalement, Netanyahou avait fait ce forcing parce qu'il tenait coûte que coûte à sortir la tête haute en disant « j'ai libéré les otages », mais on est en train de retourner encore à la négociation. Si ce n'est que ça, on aurait pu rester dans la première négociation où c'est lui qui a rompu le processus en attaquant à nouveau le Hamas. Il aurait pu avoir ses otages et il n'aurait pas aujourd'hui ce visage hideux d'un génocidaire qui va être convoqué, quel que soit Alpha, par la CPI pour venir répondre des crimes qu'il a commis à Gaza. Avec ces avancées, grâce à l'appui américain, est-ce qu'on peut dire que côté israélien, il y a une réelle volonté de mettre fin à cette guerre? Volonté, je ne crois pas. Ils n'ont pas le choix. Si c'était Netanyahou seulement, il le dit d'ailleurs, il dit bon, si le Hamas n'accepte pas, nous on va finir ce qu'on a commencé, même si ça va être difficile. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il y a toujours cet esprit va-t-en-guerre qui a été bloqué aujourd'hui par le fait que d'un point de vue diplomatique, Israël est carrément mis au banc des accusés et ça dérange. Trump qui veut se montrer comme le chef du monde, celui qui règle les problèmes, il y a son allié là qui devient encombrant pour lui par rapport à l'image qu'il veut donner à sa propre personne. Ils ne sont pas allés à ce plan parce que c'est ça leur volonté. Ils sont allés à ce plan parce que présentement, ils n'ont pas le choix. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.